Bonsoir et bienvenue à Podium Jeunesse, votre émission où nous explorons les sujets qui touchent les jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technologie qui est partout autour de nous, mais qu'on ne comprend pas toujours. Je voudrais parler de l'intelligence artificielle, IA pour les intimes. Comme je viens de le dire, l'IA est partout autour de nous, des assistants vocaux aux applications de révision. Mais est-ce qu'elle est une alliée précieuse qui nous aide à mieux apprendre ou bien est-ce qu'elle nous rend paresseux et nous empêche de réfléchir par nous-mêmes? Cet après-midi, nous allons explorer les deux faces de la médaille avec nos invités et écouter des témoignages de jeunes comme vous. Pour cela, je suis avec deux jeunes enthousiastes des innovations en intelligence artificielle et passionnés par l'intelligence artificielle et son impact sur notre quotidien. À ma gauche, nous avons Akwa Aoudia. Bonsoir Akwa. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci et vous? Je vais bien, merci. Vous êtes spécialiste IA et transformation digitale. C'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. À ma droite, nous sommes avec Giovanni Humpati. Bonsoir Giovanni. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous êtes manager à Akan Académie Numérique. Justement. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité aussi. Je vous en prie. Restez donc avec nous pour avoir des conseils pratiques et des astuces pour utiliser l'IA au mieux dans vos études. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'intelligence artificielle, cette technologie qui transforme notre monde à toute vitesse. Nous avons interrogé des étudiants sur leur utilisation des outils d'intelligence artificielle dans leurs études. Nous vous invitons à découvrir leur retour et leur expérience. Que j'utilise fréquemment le site de l'université de Lomé pour faire des tests en ligne et je pense que c'est bien automatisé et tu donnes des réponses et puis les réponses qui sont fausses, on te les corrige et on te donne la réponse et on fait le classement par rapport aux autres étudiants qui ont également eu à faire les tests. Je me rappelle aussi quand j'étais au lycée, je me tâchais de résoudre certains sujets de l'université. Et lorsque je me bloquais, je ne trouvais personne pour me sortir de ces difficultés. J'avais des logiciels, des applications pour scanner ces exercices et me donner des réponses. Et je captais ces méthodes utilisées pour d'éventuels cas. Ainsi, je peux dire que l'intelligence artificielle est un moyen très efficace pour apprendre. J'ai déjà utilisé les IA et je dirais que les IA, ce sont des outils en fait, qui facilitent l'information. Donc, c'est un outil positif qui donne accès à l'information dans un temps réduit. Donc, les IA, ça reste un truc bien, mais l'utilisation doit être faite de façon intelligente pour ne pas affecter notre éducation. J'ai déjà utilisé énormément d'outils d'intelligence artificielle pour diverses tâches et je dirais que ça facilite énormément la vie. Si on prend par exemple quelqu'un qui utilise de temps en temps l'intelligence artificielle ou plutôt les outils d'IA dans son quotidien, dans son boulot, l'éducation, etc., on verra que cette personne est beaucoup plus productive qu'une personne qui ne l'utilise pas parce que déjà la personne... pour un boulot où la personne doit faire 1 heure sans IA, avec l'IA, la personne peut le faire en moins de 10 minutes et ça sera bien fait. La personne aura même à faire ce qu'il n'avait même pas pensé parce que l'IA va lui fournir toutes les informations dont il aura besoin. Vous avez certainement entendu parler de ChatGPT ou d'AlphaGo. Derrière ces noms se cache l'intelligence artificielle, une technologie qui révolutionne notre monde. Mais qu'est-ce que c'est exactement et comment impacte-t-elle notre quotidien, en particulier dans le domaine de l'éducation? À quoi? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je vous en prie. Il faut dire que l'intelligence artificielle désigne des systèmes informatiques qui sont capables aujourd'hui de réaliser des tâches qui, normalement, requièrent l'intelligence humaine.
Ça peut aller de la reconnaissance vocale à la reconnaissance d'images, en passant aussi par la réflexion sur des problèmes très complexes. Un exemple concret, c'est aujourd'hui ChatGPT, comme vous le disiez tantôt, qui est un assistant virtuel qui permet justement de générer du texte pour répondre à un problème précis ou à une question précise. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée non seulement en Europe, aux États-Unis, mais aujourd'hui au Togo et surtout dans des domaines comme l'agriculture, et on voit une naissance accrue des modèles de IA dans l'éducation. Et aujourd'hui, je me réjouis que ce thème soit évoqué sur ce plateau afin que nous puissions explorer ensemble l'usage qui est fait de cela dans l'éducation auprès des élèves et des étudiants. Merci beaucoup, Akwa Giovanni. Un ajout? Oui, je voudrais ajouter, mais préciser surtout sur le thème de assistant virtuel. En fait, ce sont l'ensemble des nouvelles technologies aujourd'hui, des applications comme vous le rappelez tantôt, qui sont comme des assistants, mais qui sont capables de remplacer l'humain, de raisonner, de faire des tests comme si c'était un humain. D'accord. Donc, c'est ce qu'il faut le plus important à retenir de ces outils-là. Au-delà du buzz, quels sont les gains réels que l'IA peut nous offrir pour approfondir nos connaissances et optimiser notre temps? Ok. Pour cette question, je vais essayer de répondre en deux phases. La première phase, c'est de réellement comprendre qu'en intelligence artificielle, aujourd'hui, on parle de modèles qui sont des solutions numériques, mais aussi des agents qui sont des solutions physiques. Par exemple, les robots qu'on peut remarquer ou bien même les aspirateurs dans le ménage. Donc, quand on parle de modèles, on a par exemple des techniques comme le machine learning, le deep learning ou bien le traitement de grandes masses de langage. Et donc, pour cela, il faut dire que le machine learning, le deep learning ou bien les LLM, qui sont les large language models, sont plutôt très avantageux, je vais dire, dans plusieurs secteurs. Quand on prend par exemple le monde du travail, ou rien que ça, on a à plusieurs niveaux des modèles d'IA qui sont utilisés, que ce soit juste pour faire de l'assistance administrative, enregistrer des entrées, des sorties. On a aujourd'hui des systèmes d'IA, par exemple Tootle, qui est une solution qui est développée par des Togolais, qui peut être utilisée au niveau des signatures. Donc, à part cela, nous avons par exemple, même dans l'agriculture, des modèles d'IA qui sont basés sur les CNN, qui sont les réseaux neuronaux convolutionnels qui peuvent être utilisés pour pouvoir scanner des images de certaines cultures pour détecter quelle est peut-être la maladie de cette plante, comment est-ce qu'on y fait face, et même dans les assurances, cela peut être utilisé pour savoir ou calculer quels sont les dédommagements qu'on peut donner à tel ou tel agriculteur. Donc ça, c'est par exemple certains usages qu'on peut faire quand on parle de modèles. Maintenant, quand on parle des agents, comme je le disais tantôt, il y a certains outils ménagers qui sont utilisés aujourd'hui, que ce soit des aspirateurs ménagers ou bien des robots. Parfois, on le voit dans certains films. Aujourd'hui, on voit des robots qui aident dans le ménage à faire la cuisine, à pouvoir faire des courses, etc. Et donc, ça, c'est des usages concrets qu'on peut voir. C'est vrai qu'au Togo, on n'a pas encore vraiment adopté cet usage des agents, mais ça reste à venir. C'est deux côtés qu'on peut exploiter des différents modèles qui existent aujourd'hui en IA. Merci, Giovanni. D'accord. Donc, en termes d'usage, je vais revenir un peu terre à terre. Je vais parler en termes d'apprentissage, par exemple, pour un étudiant ou un élève qui, peut-être en cours, n'arrive pas à comprendre un cours, où on va parler de macroéconomie, on va parler peut-être de la Deuxième Guerre mondiale, où il n'arrive pas toujours à cerner tout ce que le professeur dit, parce que le professeur va se mettre dans une optique de compréhension globale. Donc, il n'est pas centré sur l'élève ou centré sur l'étudiant. Donc, il va parler de façon générale à toute la classe. Donc, cet étudiant-là va, puisqu'il ne comprend pas le cours, peut se servir d'un outil IA et demander peut-être qu'est-ce que je peux comprendre de la révolution industrielle, qu'est-ce que je peux comprendre de la Deuxième Guerre mondiale, quelles sont les dates saillantes que je dois retenir, qu'est-ce qui est le plus important à retenir. Et l'outil va l'aider à comprendre plus facilement tout ce qui lui est expliqué en cours. Donc, ce sont des usages assez pratiques comme ça qu'on a aujourd'hui de ces outils-là qui nous aident au quotidien. Vous, Giovanni, vous aidez les apprenants à se doter de compétences digitales. Comment l'IA influence-t-elle la façon dont les étudiants apprennent et assimilent les informations? Ok, justement, nous, on fonctionne beaucoup plus dans une optique d'apprentissage par projet. Donc aujourd'hui, à un étudiant qu'on va confier peut-être la rédaction d'un article, par exemple, il va se servir peut-être d'un outil IA pour savoir quels sont les angles sur lesquels je peux traiter ce sujet, quels sont aujourd'hui, s'il faut élaborer une stratégie,
quelle est aujourd'hui, qu'est-ce que je dois prendre comme élément, ou bien l'étude de marché qu'on faisait, on prenait beaucoup plus de temps à faire. Aujourd'hui, grâce à ces assistants-là, aujourd'hui, en un clic, on peut avoir assez d'informations qui permettent aujourd'hui à l'étudiant, en tout cas, d'avoir un point de départ et de commencer rapidement à traiter son sujet. Donc, au niveau de l'apprentissage, c'est très pratique, mais je vais aussi venir au niveau de la productivité où ça élimine des tâches qui sont des fois répétitives et qui traînent des travails en longueur. Donc aujourd'hui, avec ces outils-là, on automatise beaucoup de choses et ça permet de gagner non seulement en temps, mais de permettre à l'étudiant ou bien à l'apprenant d'avoir très rapidement une connaissance assez solide. Pour continuer, Giovanni, comme vous êtes enseignant, quelles aptitudes seront nécessaires pour les étudiants à l'ère de l'IA? À l'ère de l'IA, il faut apprendre aux apprenants ou bien aux étudiants à avoir un esprit critique, d'accord, à se remettre en cause parce que il faut comprendre aussi que ces outils ne sont pas très parfaits aussi. D'accord? Donc, un outil avec lequel on va se servir pour trouver une solution à un problème, il faut déjà se remettre en cause et savoir que l'information que l'outil te donne ne te sert que de point de départ pour commencer ton travail. N'est pas la solution exacte par rapport à la situation. Pas la solution parfaite. Parfaite par rapport au problème que tu souhaites résoudre. Donc, ça ne te donne comme point de départ pour commencer maintenant à retravailler maintenant la solution par rapport à un problème. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut donner aux apprenants, c'est de leur apprendre à avoir un esprit critique, à se remettre en cause et à ne pas négliger la culture générale ou l'apprentissage des choses qu'on a l'habitude de... Et ne pas laisser leur intelligence se végéter. C'est ça. À quoi nous parlons de l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine éducatif? Quels sont donc les défis et les risques liés à l'utilisation de l'IA dans le milieu éducatif? Les risques liés à l'utilisation des différents modèles IA qui existent aujourd'hui peuvent être vus sous deux angles. Dans un premier temps, sous l'angle d'un étudiant. Donc, comme le disait tout à l'heure Giovanni, il y a ce risque qui est clair, qui est relié au, on peut dire, désapprentissage un peu des étudiants qui, à chaque fois, se voient en train d'être référés vers un générateur de contenu comme ChatGPT ou Claude IA ou encore Perplexity. Donc, à chaque fois qu'ils vont vers ces outils-là, parfois, on peut dire qu'on remarque qu'il y a un abaissement de leur niveau de réflexion personnelle. Mais de l'autre côté, peut-être qu'un avantage lié à l'utilisation de ces outils-là, c'est cette pensée critique-là qu'ils développent à chaque fois en sachant quelles questions poser au modèle pour avoir une réponse exacte. Quand on vient maintenant du côté des étudiants, un des risques, c'est justement cette latence ou ce relâchement de la surveillance individuelle des étudiants. Parce qu'un professeur peut par exemple générer tout son cours avec un des modèles qui existent ou même corriger les devoirs des étudiants. Donc dans la correction des devoirs des étudiants, on peut remarquer que l'enseignant ne prêtera pas un œil attentif au suivi de l'étudiant pour s'assurer de sa réussite en fin de compte. Certes, les épreuves seront corrigées, mais l'étudiant ne saura pas clairement quels sont les points qu'il doit améliorer. Donc ça, c'est deux risques que je pourrais dire là aujourd'hui sur un peu l'impact que les intelligences artificielles peuvent avoir dans le domaine éducatif sur les étudiants ou sur les enseignants. D'autre part, il existe d'autres défis, la protection des données. Ça, c'est un défi récurrent qui vient aujourd'hui. Où vont ces données-là qu'on entre dans ces modèles-là? Qui est-ce qui s'assure de protéger les informations personnelles qu'on saisit dans ces modèles-là? Et surtout, cette souveraineté, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là aujourd'hui? Est-ce que c'est un outil de contrôle ou plutôt un outil d'intelligence économique? Donc, il y a tous ces risques-là liés, que ce soit au niveau micro, mais surtout aussi au niveau macro, qu'on parle maintenant de gouvernance. Et donc, ça, c'est vraiment des pistes de réflexion qui doivent être pour nous aujourd'hui des sujets de recherche continue. Pour répondre à ces questions éthiques, il faut qu'on approfondisse, par exemple, nos réflexions dans les recherches qu'on fait aujourd'hui sur ces sujets-là. Voilà. On a pris du plaisir à vous écouter. Alors, Giovanni? Donc, sur cette même question, je poursuis dans la lancée de Madame Akwa, mais je vais plus m'accentuer sur le désapprentissage aujourd'hui, qui est le risque que je pense auquel on est le plus exposé, surtout au niveau de nous qui sommes des apprenants. Donc, aujourd'hui, un étudiant à qui on va donner un exposé, par exemple, avant on avait l'habitude d'aller à la bibliothèque, faire des recherches et tout, mais qui fait encore ça aujourd'hui avec la part belle des outils qu'on a. Aujourd'hui, il suffit juste de taper en un seul clic, on a les résultats, même voire poussés.
qu'on pourrait avoir peut-être dans les bibliothèques. Donc, c'est toujours de porter surtout l'attention sur ce désapprentissage auquel on expose tous ces étudiants-là, ou bien nous qui sommes les consommateurs de ces outils-là. Donc, comment peut-on prévenir cette dépendance excessive ou la mauvaise utilisation de ces outils, surtout pour les apprenants? Les apprenants, on va dire qu'ils se retrouvent généralement dans des cadres normalement qui devraient leur permettre de pouvoir développer un raisonnement logique. Donc ça, c'est la base. La première des choses qu'il faut faire, c'est de s'assurer que ce cadre dispose d'outils officiellement utilisés par tous et qui sont, je vais dire, régis par un règlement au sein de l'entité qui s'occupe de l'éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et puis supérieur dans le pays. Pour moi, c'est la première des choses. Une fois qu'on a cette réglementation, c'est clairement que pour les apprenants, tel ou tel outil est autorisé à utiliser. Je crois que ça pourrait permettre à pouvoir avoir quand même des retombées plutôt bénéfiques. Si on réglemente aujourd'hui au Togo l'utilisation de certains outils dans des écoles, pour moi, c'est une première action qui peut être utile. Peut-être qu'on n'en est pas encore là. Du coup, la solution peut-être idéale serait que les apprenants ou les responsables des clubs dans les écoles ou les premiers répondants dans ces écoles-là puissent s'assurer quand même de transmettre une passion pour les élèves ou de continuer à maintenir cette passion, comme le disait tantôt Giovanni, d'aller dans des bibliothèques pour aller encore lire, parce que c'est là toute la passion de l'apprentissage en fait. Pour moi, c'est une des solutions qu'on peut chacun de notre côté, en tant qu'enseignant ou en tant que responsable des apprenants, commencer par faire. L'autre chose qu'on pourrait également faire aujourd'hui, c'est de pouvoir quand même créer des espaces où ces étudiants-là viennent clairement parler des défis ou voilà, quelles sont leurs réflexions par rapport aux usages de ces outils-là. Peut-être qu'ils l'utilisent dans le but eux-mêmes de commencer par créer des modèles pareils, mais on ne peut pas le savoir. Donc un espace de, je vais dire, dialogue autour du sujet. Voilà, aujourd'hui, j'ai peut-être découvert tel ou tel nouvel outil. Ça m'a permis de faire ci, mais j'ai remarqué que je n'ai pas beaucoup réfléchi. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Donc, si on a peut-être ce cadre d'interaction, de dialogue récurrent avec les jeunes, ça peut aussi être une piste. Pour moi, je crois que l'interaction, le dialogue, les discussions sont un bon moyen de trouver ensemble des solutions plus adaptées. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, chacun de notre point de vue, qu'une solution est meilleure qu'une autre, mais c'est seules les personnes concernées qui savent clairement ou qui peuvent clairement sortir qu'est-ce qui est bon pour eux. Donc moi, c'est ces deux idées-là que je peux aujourd'hui partager. Merci à toi. Giovanni, quand je parle d'apprenants, j'élargis l'éventail jusqu'aux étudiants. Ok, et donc, plus on se tue sur le sujet, plus on laisse les étudiants ou les apprenants se tuer. Donc aujourd'hui, il faut un cadre où même les outils IA doivent être intégrés dans les cursus, où on leur apprend l'utilisation de façon responsable de ces outils et raisonnable de ces outils. Parce que si on n'en parle pas et que je rentre à la maison, je suis exposé. Puisque les outils là, il faut savoir qu'on est exposé parce que ça vient nous trouver. Parce qu'il y a des apprenants, quand ils tapent tel sujet et que cela leur génère le test, ils ne prennent même plus le temps de lire le contenu, alors que c'est un robot, c'est une machine qui peut générer des erreurs aussi. Donc, il faut l'intégrer dans le cursus, apprendre. C'est vrai qu'on n'a pas encore une pédagogie là-dessus, mais essayer pour le peu qu'on connaît, essayer d'apprendre aux apprenants l'utilisation de façon responsable, mais aussi d'adopter des approches d'examen, mais qui restent aussi basées sur ces habitudes-là qu'on avait à aller à la bibliothèque. Donc on dit, on va donner un exposé, par exemple, on va dire, ok, allez fouiller dans tel livre, ou trouver la réponse dans tel livre, et c'est ce que vous devez rendre. Puisque quand le cadre n'est pas situé, l'apprenant il dit, ok, on doit faire un exposé, tac, 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 l'exposé sort, il vient, il plaque, il présente. Et il a très bien fait, il n'a pas tort. Mais quand c'est institué, il dit que, ok, pour tel, on doit aller faire tel. C'est vrai que c'est obligeant, mais au fur et à mesure on fait, ça devient une certaine habitude qu'on instaure et qui fait qu'on réduit un peu cette dépendance-là de ces nouvelles technologies-là. L'IA apporte des informations nouvelles à ceux qui la lui demandent. Et les enseignants aussi apportent des informations et de la connaissance, tout comme l'IA. Mais est-ce que cela voudra dire que l'IA peut remplacer les enseignants un jour?
Alors, sur cette question... Peut te remplacer, Giovanni? Non, sur cette question, je pense qu'en tout cas, à l'heure actuelle, non. Parce qu'il y a des prédispositions que ces outils-là n'ont pas encore. Je parle à l'heure actuelle parce que si la technologie se développe très rapidement, donc il y a des compétences humaines que ces robots-là, ces assistants virtuels n'ont pas encore, qui fait que la transmission qu'on a devant un humain est beaucoup plus émotive ou bien passe beaucoup plus facilement sur un robot qui pond des tests. Donc aujourd'hui, ce qui est clairement à dire, en tout cas pour moi, c'est de dire que l'IA ne peut pas encore remplacer l'enseignant. Mais non, il faut être prudent aussi. L'IA ne peut pas remplacer l'enseignant, mais quel impact l'IA a-t-elle sur votre rôle en tant qu'enseignant? En tant qu'enseignant, par exemple, je peux me dire que l'IA peut me permettre de personnaliser un contenu par rapport à un apprenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, je donne un exemple. Avant, au lycée, on avait quelqu'un qui venait des fois dans les classes qu'on appelait l'inspecteur. Donc, il va venir inspecter la qualité du professeur, la qualité du cours qu'il a donné, mais aussi examiner, voir le niveau global des élèves ou bien des apprenants. Et donc, il va passer un temps, des semaines, pour fournir un rapport, dire, OK, pour telle classe, le niveau n'est pas assez bon, il faut des remises à niveau de tel ou de tel. Aujourd'hui, avec un outil IA, je rentre simplement des notes. L'outil me sort peut-être le niveau global de la classe. Et me dit, OK, tel, il faut améliorer, tel. Donc, ce sont des choses assez pratiques qui nous aident, nous, apprenants, à savoir que le cours qu'on donne, ce n'est pas assimilé ou c'est assimilé. Et donc, c'est un gain de temps énorme pour pouvoir mieux administrer le cours qu'on a. En fait, l'idée, ce n'est pas de nous remplacer, mais l'idée, c'est de nous fournir des assistants, comme on le disait au début, qui vont nous permettre de dire, OK, améliore ceci. Et donc, c'est toujours dans ce sens où l'IA ne peut pas encore me remplacer. Donc, mais on est ce sont les propos, c'est l'avis de l'enseignant. L'avis de l'enseignant. Un avis qui a une autre vision de la chose, ça quoi? Alors moi, je dirais que l'IA ne peut pas remplacer un enseignant. Moi, je suis très... Donc, vous rejoignez Giovanni? Je le rejoins et je suis très catégorique sur ça. Ça peut être complémentaire au travail qu'il fait, lui permettre de gagner du temps, mais ça ne peut pas remplacer un enseignant. Parce que les différents modèles d'IA qu'on a aujourd'hui ont beaucoup de limites. L'une de leurs limites, c'est le biais algorithmique. C'est-à-dire qu'il y a certains modèles qui sont développés et qui peuvent seulement être utilisés par une catégorie de personnes. Il y a certains IA de reconnaissance faciale qui sont développés en Chine qui ne peuvent pas être utilisés ici au Togo parce qu'ils ne reconnaissent pas, par exemple, la couleur de notre peau. Et ça, c'est un biais algorithmique que seul le développeur de cette solution a intégré. Et étant donné que l'IA s'entraîne sur lui-même ou évolue sur lui-même parce que c'est l'apprentissage de la machine, cela fait que au fil du temps, il devient un peu plus précis sur ce qu'il a été entraîné à faire. Donc, il n'ira pas de mieux en mieux, en fait, sur l'intégration de nouvelles couleurs de peau, par exemple, dans son modèle de identification ou de reconnaissance faciale. Il ira que vers des thèmes plus clairs, par exemple. Nous avons aussi une des limites qui est le surapprentissage ou le sous-apprentissage. Un modèle qui, aujourd'hui, peut permettre de générer un parcours d'apprentissage personnalisé et qui est précis à 80%, peut demain commencer à être précis à 90%, ensuite à 100%, ensuite à 150%. Il devient tellement précis qu'il n'est plus dans la logique humaine, mais il reste maintenant dans la logique de machine. Et un élève qui a peut-être 9, 95 ne réussit pas. Alors que nous, normalement, en tant qu'humains, on se dit c'est un élève qu'on peut repêcher. Donc, il peut être repêché, etc. Donc ça, la machine, avec le surapprentissage, il ne peut pas comprendre ça. Même avec 9,99, il ne le choisit pas dans ses analyses. Donc ça, c'est un risque de surapprentissage ou encore de sous-apprentissage. Donc, ces limites des IA sont en réalité, c'est des points qui devraient nous alarmer sur est-ce qu'aujourd'hui ces modèles peuvent remplacer un humain dans son travail. Même, moi je dirais, d'autres corps de métier ne peuvent pas subir ce grand changement en adoptant ou bien en remplaçant intégralement la personne par l'IA. C'est plutôt complémentaire. Il faudrait qu'on ait des enseignants pour pouvoir mieux entraîner les différents modèles qu'on a et savoir, OK, quelle est la prochaine étape? Quel est le prochain modèle qu'on peut développer ici au Togo si on prend des étudiants de la première à la troisième année de licence?
Donc ça, les enseignants peuvent travailler sur quelque chose comme ça et améliorer ce qui existe déjà, ou même quand on prend le lycée, etc. Donc moi, je suis catégorique sur ce sujet. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, les modèles qu'on développe remplacent quand même l'humain. Les enseignants. Voilà. Merci beaucoup. Dans cette deuxième partie de notre rubrique, vos avis nous intéressent. Les étudiants partagent avec nous leurs espoirs et leurs craintes concernant l'impact de l'IA sur leur avenir. Pour nous les jeunes, l'intelligence artificielle est une opportunité et à la fois aussi une menace. Une opportunité parce qu'elle aide à se libérer des tâches répétitives et rébarbatives. Et une menace parce que ça rend paresseux. Sur nos études, l'intelligence artificielle a un impact positif et bel et bien négatif. Ça facilite la tâche aux professeurs et aux étudiants. Par exemple, il y a des étudiants qui font des tests en ligne. Ça permet aux étudiants de les suivre et de savoir comment les entretenir pour qu'ils puissent évoluer par rapport aux autres élèves. Je pense que l'IA a un impact négatif sur notre éducation, sur le fait qu'elle nous rend paresseux et notre faculté de réflexion sera limitée. Les IA, c'est une opportunité si elles sont utilisées pour l'éducation personnelle. Elles nous donnent des informations sur des thématiques complexes que nous ne comprenons pas. Par contre, elles restent une menace si on ne les utilise pas bien. Ça peut favoriser la paresse ou décourager la créativité. Je vais donner tout juste un exemple. Ma petite sœur à la maison, elle utilise ChatGPT pour faire le résumé de cours. Et ça lui facilite l'apprentissage. Donc, je dirais que vraiment, l'IA, c'est un outil très bien pour l'éducation. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que avec l'IA, on n'arrive pas à réfléchir de nous-mêmes. Je dirais que les IA sont une bonne chose, mais dans le domaine éducatif, nous devons apprendre à ne pas être dépendants. Je pense que l'IA est plutôt une opportunité pour la jeunesse actuelle parce que déjà, nous, depuis l'éducation jusqu'au moment où nous allons travailler, nous avons l'opportunité d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour nos études, pour être plus productifs, pour accéder à des informations sur le plan international, alors que ceux qui existaient avant, qui n'avaient pas du tout accès à ces outils d'IA, n'étaient pas préparés pour un monde purement technologique qui vient d'arriver. Donc pour la jeunesse actuelle, c'est une opportunité et cette jeunesse-là doit pouvoir la saisir, avoir toutes les informations, apprendre de tous ces outils-là pour être plus productif et se préparer au monde technologique qui arrive. L'impact de l'IA sur les études. Je vais plutôt donner un exemple qui va tout expliquer. Prenons un étudiant de physique qui a son examen dans un mois, mais qui ne sait même pas préparer. Il y a un outil dénommé Cider.ai que cet étudiant peut utiliser. Même si son PDF fait plus de 1000 pages, l'outil peut l'aider à tout comprendre en moins d'une semaine, à tout saisir. Alors qu'avant, sans ces outils-là, la personne ne peut rien faire, va rater son examen. Et donc, moi, je pense que c'est un plus pour la jeunesse actuellement, beaucoup plus dans le domaine de l'éducation. Et même si on prend les exercices de mathématiques, de physique vraiment compliqués, qu'une personne ne peut pas faire ou bien n'a pas les méthodes nécessaires, avec l'intelligence artificielle, il peut tout résoudre pour lui expliquer en détail, lui montrer toutes les méthodes possibles. Donc moi, je pense que c'est un atout pour la jeunesse. Merci de revenir avec nous au plateau. Giovanni, l'IA favorise-t-elle ou inhibe-t-elle la créativité chez des étudiants? Dans les deux cas, c'est envisageable. D'accord. L'IA, très bien utilisée, favorise la créativité. Mais l'IA, dont on a une certaine dépendance, inhibe la créativité. Donc aujourd'hui, il y a les modèles qu'on appelle les modèles génératifs aujourd'hui, qui sont en tout cas les plus utilisés, tout ce qu'on génère, comme ChatGPT et Gemini, etc., pour générer des images ou des tests et tout. Donc aujourd'hui, on les utilise pour stimuler notre créativité. Donc quand on va produire un truc, on va produire un article, on l'utilise pour stimuler la créativité. Maintenant, quelqu'un qui l'utilise ou bien qui en est dépendant, mais il va faire du copier-coller. Donc l'IA sort
en tout cas la réponse à la question, et copie et plaque. C'est ce qu'on évite, c'est ce qu'on peut éviter. Donc. À cette allure, Justement. Je crois que l'intelligence ou la capacité de réflexion de la personne sera altérée à quoi? Oui, justement, si cette personne ne dispose pas de bonnes bases en termes de réflexion, des bons outils pour avoir cette pensée critique elle-même, c'est pour ça, je crois que chez les apprenants, jusqu'à un niveau donné, peut-être qu'on dirait que c'est certain que ça inhibe leur créativité. Mais après, à partir d'un niveau professionnel confirmé, master et plus, on peut dire que c'est comme un assistant qui accompagne et qui favorise justement cette créativité. Lorsque je dois, par exemple, développer mes démarches de recherche sur un sujet précis, dans mon doctorat, je peux dire, ok, j'utilise cet outil, ou lorsque je n'ai pas de temps, mais que je dois rapidement générer une stratégie de communication, etc. Mais chez les apprenants qui sont en train justement de commencer, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, mon avis personnel est que leur créativité ne peut pas être au top parce qu'ils font recours à c'est comme des stimulants qui justement ne leur feraient pas de bien au final. Giovanni, nous voyons que si on ne met pas des garde-fous en ce qui concerne l'utilisation de l'IA au sein des jeunes, il y aurait des dégâts. Donc, selon vous, comment encourager un usage équilibré de l'IA pour stimuler surtout l'innovation? D'accord, comme je le rappelais dans un de mes précédentes interventions, c'est d'utiliser ou bien de favoriser un cadre où on utilise ces outils-là dans un apprentissage par projet. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on remarque dans nos modèles d'éducation, en tout cas peut-être je ne suis pas encore bien placé pour arriver sur un certain, mais c'est qu'on a un modèle assez théorique et qui fait que les étudiants ne sont pas très souvent exposés à des modèles d'apprentissage par projet. Mais si c'est utilisé dans un cadre de projet, ou comme le rappelait tout à l'heure Madame Akwa, où on va demander à un master, par exemple, d'organiser quelque chose, bien de travailler sur des thèses, quand c'est utilisé dans des contextes d'apprentissage par projet, en fait, ça facilite le travail. En fait, c'est tout le but de faciliter le travail. Maintenant, quand c'est utilisé, quand on va l'exposer très rapidement à des élèves, à des tout, donc ça va continuer à inhiber la créativité, comme on en parlait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces outils soient utilisés dans un cadre où ça contribue à réaliser quelque chose. Même pour l'apprenant, peut-être ça contribue à réaliser un petit projet où c'est le projet qui va servir des résultats finaux ou bien d'examen. Parce que l'étudiant, on va lui demander par exemple d'organiser une conférence, il ne peut pas prendre l'outil, aller ramener des gens de la maison et tout. Donc c'est peut-être dans l'exécution de la communication ou bien dans le partage de l'information qu'il va utiliser ces outils. Donc ça sert en fait d'aide. Mais le résultat final, quand il est assis et la conférence se passe mal, ce n'est pas l'outil qui subit à sa place, c'est lui qui subit à sa place. Donc c'est l'utiliser plus dans un contexte d'apprentissage par projet. D'accord, merci. Vous pensez quoi de la question? Quoi? Favoriser justement l'innovation, ça passe par plusieurs étapes. L'une des étapes, c'est des séances ou des cadres de co-création. Généralement, on appelle ça du design thinking. Et donc ça, c'est applicable même dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine commercial ou dans le domaine agricole. Donc en éducation, c'est aussi une des pistes qu'on peut utiliser. Tout à l'heure, Giovanni, vous l'avez rappelé, c'est qu'il est important qu'on se tourne un peu plus vers la cible pour pouvoir s'assurer que l'innovation est sur mesure et adaptée. Et aujourd'hui, on ne peut pas justement se passer de cette étape-là. Pour moi, c'est une première étape très importante. Ensuite, on peut maintenant passer à cette étape où on s'assure que les dirigeants ou les grands leaders, moi je dirais comme vous-même, Giovanni, qui est un leader dans votre domaine, quand on parle de la littératie numérique. Donc les grands leaders comme vous-même peuvent être des précurseurs justement auprès des élèves ou des étudiants, surtout lorsqu'on va parler de cette nouvelle culture qu'on veut instaurer. Moi, je vois plutôt ça sur ces deux angles, favoriser la co-création et justement être inspiré par des leaders qui sont déjà dans le domaine. D'accord, merci beaucoup. Giovanni, quels sont les enjeux éthiques liés à l'utilisation de l'IA dans l'éducation et comment s'assurer que les algorithmes ne renforcent pas les inégalités existantes? Ok, quand on parle d'inégalités inexistantes, en fait, il faut rappeler que c'est un débat qui existe depuis, avec l'avènement du numérique et tout. Il y a un fossé entre les deux sexes. Et maintenant, ces outils-là viennent renforcer un peu cette inégalité, on doit dire.
Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est que ce sont des outils qu'on appelle généralement open source. C'est que ce sont des outils IA assez faciles d'utilisation. Il suffit d'une simple requête et puis l'information sort. Donc, le combat reste toujours le même. C'est le combat d'accès aux nouvelles technologies. C'est le combat d'accès à Internet dans les zones rurales, ou bien en tout cas le combat d'accès à Internet comme c'est décrit et comme le cadre est assez et souvent présenté par les organisations et nos gouvernements. Donc, cet outil renforce les inégalités, oui, mais ils font partie toujours des nouvelles technologies. Et donc, le combat revient toujours à la même, c'est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on crée des programmes, comment est-ce qu'on crée des cadres qui renforcent ou bien qui éliminent cette inégalité qu'il y a entre les deux sexes. Maintenant, du côté éthique, comme je le disais tout à l'heure, c'est de créer un cadre. C'est de créer un cadre où en milieu scolaire ou bien en milieu universitaire, qu'on sache quelle utilisation on en fait. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est de sensibiliser, c'est d'en parler, c'est d'intégrer ces outils dans les cursus. Sinon, plus on en parle, plus on se tue dessus, plus on laisse les étudiants se tuer avec. Merci à quoi? Moi, je dirais, et je reviendrai encore sur ce point, le point qui fait le plus mal, c'est les données. Parce que pour entraîner tous les modèles IA, il nous faut des datasets de grands entrepôts de données. Et donc, aujourd'hui, pour moi, la question, c'est comment est-ce qu'on collecte ces données-là? Est-ce que je sais que je suis en train de donner mes données pour entraîner un modèle? Non, je ne le sais pas. Quand j'utilise Gemini, Claude IA ou Perplexity, je ne sais pas toutes les informations que je rentre. Je ne suis pas consciente que c'est utilisé pour entraîner. Ça, c'est la première des choses. Il faudrait qu'arrive un moment qu'on conscientise cette collecte de données-là que nous fournissons à la machine. Le deuxième point pour moi, c'est comment est-ce que ces données que je rentre sont protégées. Je n'ai aucune assurance. Ces données sont utilisées pour me proposer un contenu sur mesure qui va me faire passer une demi-journée sur les réseaux sociaux ou en train d'acheter des choses dont je n'ai pas besoin. Ça, c'est un exemple classique. Ça, on le sait très bien même avec les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est le deuxième point, la protection des données. Et le troisième point, pour moi, c'est la gouvernance. Ça, c'est pour moi directement lié. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'assure que les différents data centers qui sont en Californie, en France, etc., ne gardent pas, par exemple, nos données plus de 5 ans ou ne continuent pas par nous traquer selon l'historique qu'on a fait d'une plateforme ou d'une autre. Donc, cette gouvernance, elle est importante. Je sais qu'au Togo, on a un data center pour pouvoir nous-mêmes centraliser ces données-là, mais jusqu'à quel point est-ce que ces data centers sont utilisés? Quelle est la gouvernance au niveau macro que nous en faisons ici au Togo? Pour moi, c'est ces 3 points-là que je vais relever sur le sujet, la collecte des informations, la protection de nos données privées et surtout la gouvernance de ces données-là. Des points assez pertinents. Giovanni, comment voyez-vous l'évolution de l'IA dans le domaine éducatif à l'avenir? Aujourd'hui, moi, ce que je dirais plutôt, c'est comment est-ce que le système éducatif, lui, s'adapte à ces nouvelles technologies. Parce que les technologies, ils sont là, nous, on est des consommateurs, on subit tout le temps. Et ces technologies-là vont forcément transformer le système éducatif. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on réussit à l'intégrer dans le cursus pour que les étudiants, les apprenants sachent en faire une utilisation responsable. Comment est-ce qu'on l'encadre pour que ça ne devienne pas qu'on n'en devienne pas dépendant. Comment est-ce qu'aujourd'hui, surtout dans le monde professionnel, c'est tellement utilisé aujourd'hui sur les réseaux, les publications, tout c'est généré par des outils. Comment est-ce qu'on apprend, en tout cas très tôt, à l'apprenant à avoir une utilisation éthique et assez responsable, qu'on en a parlé tout au long de ce plateau. Donc, c'est plutôt de savoir comment est-ce que le système éducatif s'adapte à ça, parce que les outils tels qu'ils sont conçus sont encore en train d'être développés. Et en tout cas, demain, on va encore savoir qu'il y a encore tel qui est sorti, tel qui est sorti. Et ça va s'améliorer de jour en jour. Donc, c'est de savoir comment est-ce que nous, aujourd'hui, on s'adapte. Comment est-ce que les enseignants réussissent à en faire une utilisation responsable et apprendre à leurs apprenants à en faire de même. Et que les apprenants en fassent. Merci. Lorsque Giovanni parlait tout à l'heure, je me disais, mais c'est une obligation pour le monde éducatif d'intégrer l'IA, sinon nos enfants seront laissés pour compte 10 ans après. Tout à fait. Par exemple, au Singapour, c'est déjà intégré dans le système éducatif où les enseignants, parfois, ils distribuent le cours à distance. Donc, tu peux voir dans des écoles, des écrans, déjà à l'entrée, ça scanne le visage pour voir quel élève est présent ou pas. Ensuite, tous les examens, les cours sont faits sur des plateformes interactives en ligne à distance. Ça, par exemple, c'est le système qui s'est adapté aux différents
êtres humains, nous sommes très adaptatifs. Il faut arriver à essayer de voir comment est-ce que les différents systèmes que nous avons mis en place peuvent eux aussi à leur tour s'adapter. Donc l'une des choses à faire peut-être, c'est de se concentrer un peu plus sur la création, la conception aussi des modèles là, plutôt que l'utilisation dans le monde éducatif. Nous avons de grands ingénieurs qui sortent des universités locales ici au Togo et nous devrions pouvoir aussi nous appuyer sur leurs connaissances pour pouvoir à notre tour développer des modèles qui sont adaptés à notre système. Donc on parle aujourd'hui de l'utilisation beaucoup plus, mais nous pouvons aussi voir l'avenir dans ce sens où nous pouvons aussi créer des modèles adaptés qui peuvent être utilisés dans nos systèmes parce que nous connaissons mieux nos systèmes et certains modèles ne sont peut-être pas adaptés pour nous. Donc plus nous allons nous-mêmes vers la conception, la création, mieux nous verrons nos systèmes adaptés justement à cette nouvelle ère de la révolution industrielle. Et se développer aussi. Justement, et ça c'est très important. Nous revenons à l'intitulé de l'échange que nous sommes en train de faire aujourd'hui, l'IA, ami ou ennemi du domaine de l'éducation. Vous répondez quoi, Giovanni? C'est que la réponse n'est pas simple. La réponse n'est pas simple. C'est une question très simple avec une réponse très compliquée. Donc, l'IA, ami ou ennemi de nos études, donc je dirais les deux cas se valent, en tout cas pour moi. L'IA, ami dans le sens où elle permet aujourd'hui de donner une formation beaucoup plus pointue et beaucoup plus adaptée en fonction des apprenants. Mais il y a ennemi dans le sens où si on ne fait pas attention, nos étudiants risquent de devenir des dépendants des outils, des étudiants qui n'ont pas un certain esprit critique, des étudiants qui ne développent pas assez leur intelligence. Donc, c'est de savoir toujours comment est-ce que ça se réglemente. Giovanni n'a pas voulu choisir un cas, il a joué à l'équilibriste. Vous en dites quoi? Alors, pour faire différent, j'ai posé cette question à ChatGPT pour voir ce que lui-même en tant que modèle en pense. Sa réponse est que l'IA est un allié. Si elle est bien intégrée, utilisée de manière éthique et responsable, et elle devient un risque si elle n'est pas régulée ou adaptée aux contextes locaux. Donc, d'où mon intervention sur l'adaptation aux contextes locaux. Ça, c'est une intelligence artificielle qui est prédisposée à générer du contenu pour dire oui, mais en même temps non, selon comment il a été entraîné. Et moi, sur ça, je dirais aujourd'hui, dans le contexte précis dans lequel nous sommes. Et jusqu'à pour les 5 prochaines années, je dirais, c'est mon avis personnel, que l'IA n'est pas un ami de notre système éducatif. Parce que non seulement ça nous envoie ou nous génère des données qui sont erronées par rapport à notre contexte local, mais aussi ça ne favorise pas ce développement de l'esprit critique, de la pensée critique auprès des étudiants. Moi, je dirais non. Donc parfois, on peut être amené à penser que les enseignants peuvent se baser dessus pour générer leurs cours, etc. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de livres et de bibliothèques qui peuvent produire le même contenu, même encore plus vrai que ce qu'on peut avoir dans les modèles. Oui, le débat reste ouvert encore à réflexion, mais pour moi, jusqu'à dans les 5 prochaines années à venir, nous devrions nous concentrer nous-mêmes sur l'essence de l'éducation, la transmission de connaissances qui sont issus des livres ou bien des expériences ou du vécu des personnes plutôt que des modèles qui sont entraînés sur des données qui ne sont pas les nôtres, qui ne connaissent pas notre niveau de compréhension sur un sujet ou un autre ou les défis locaux qu'on rencontre. C'est ce que moi je dirais. Merci beaucoup. Giovanni, vous pensez qu'avec l'avènement d'Internet et surtout de l'IA, les bibliothèques ont de l'avenir? Alors, est-ce que les bibliothèques ont de l'avenir? Oui, les bibliothèques ont de l'avenir. Mais surtout, on parle d'adaptabilité. Il faut savoir comment est-ce qu'eux-mêmes s'adaptent aussi. Les bibliothèques. Aujourd'hui, les bibliothèques peuvent, avec ces outils, proposer des modèles, je ne sais pas, mais se digitaliser aussi en quelque sorte. Donc, s'ils restent dans des modèles classiques, ça va être un peu compliqué. Mais c'est de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, on rapproche plus les livres des étudiants. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, le constat est clair et net, on ne lit plus. On ne lit plus avec tous ces outils, on ne lit plus. Mais comment est-ce que les bibliothèques aussi font un effort aujourd'hui pour rapprocher leurs produits de nous qui sommes des consommateurs? Donc, c'est aussi de voir à ce niveau-là quelle est l'adaptabilité qu'eux, ils font, en tout cas du service qu'ils offrent à nous qui sommes des consommateurs aussi.
Mais les bibliothèques, on doit faire un effort pour pouvoir revenir dessus, en tout cas. Si on doit tout digitaliser, donc dans 100 ans, il n'y aurait plus de bibliothèque. Tout à fait. Moi, je dirais même peut-être c'est de voir les médiathèques. Aujourd'hui, on a des espaces où on peut avoir des livres, mais aussi du contenu audio ou vidéo. Et donc, ce mélange peut être une bonne approche pour faire subsister les bibliothèques, toujours les livres ou les supports physiques pour avoir plus de connaissances. D'accord, merci. À quoi je reste avec vous. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes étudiants pour utiliser l'IA de manière efficace et responsable et raisonnable? Si vous êtes étudiant dans des domaines scientifiques tels que l'informatique ou autres domaines connexes, je dirais que vous pouvez utiliser des modèles, par exemple de OVH Cloud ou de Amazon, pour pouvoir vous assurer de la précision de vos modèles quand vous les développez, ou encore vous assurer que votre code marche bien ou pas, parce que ça peut prendre énormément du temps. Si vous êtes dans d'autres domaines comme la finance, qui sont des domaines plus sensibles, la comptabilité ou autres domaines littéraires, je dirais simplement d'être très prudent dans l'utilisation de ces outils-là. Ils peuvent être notre allié, oui, si on est assez mature pour les utiliser, mais de l'autre côté, il y a un risque qui est très élevé, en ce sens où on peut avoir des données erronées et grandir ou avoir une carrière fondée sur des données qu'on a appris plus jeunes qui ne sont pas forcément vraies. Donc, il faut faire très attention lorsque vous, en tant qu'étudiant, vous utilisez ces outils-là. Si c'est pour des démarches ou des études scientifiques, oui, parce que ça peut vous fournir des sources. Et si ce n'est pas vrai, vous testez votre modèle, vous savez directement. Mais en littérature, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est ce que je dirais. Faites seulement la part des choses. Développez votre esprit critique en lisant un peu plus des auteurs qui ont fait de grandes œuvres de leur temps, surtout en littérature, et un peu moins des différents modèles d'IA aujourd'hui qui peuvent trouver leurs sources des réseaux sociaux ou bien d'autres plateformes en ligne. Merci, Giovanni. D'accord. Moi, je continuerai dans la même lancée en disant que l'efficacité d'un outil IA n'est que la résultante de l'intelligence de celui qui s'en sert. Donc, plus vous êtes cultivé, plus vous êtes aguerri, plus l'outil va vous servir en tant qu'assistant. Mais moins vous êtes cultivé, moins vous êtes, en tout cas, vous avez une connaissance sur le sujet, plus ces outils-là vont plus se servir de vous que de vous en servir. Donc, c'est de dire aujourd'hui, de garder cet esprit critique-là, d'avoir un esprit quand même aussi ouvert sur ces outils, mais de savoir en faire une utilisation assez responsable en fonction des domaines, comme l'a rappelé Madame Makwa. Merci beaucoup, Akwa et Giovanni. Je vous remercie pour avoir partagé avec autant de générosité votre passion pour l'intelligence artificielle. Et ces échanges nous ont permis d'enrichir notre réflexion. Je vous rappelle qu'Akwa Aoudja est spécialiste IA et transformation digitale et Giovanni Mbati, manager à Akan, Académie numérique. Et voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission où nous avons exploré ensemble le rôle de l'intelligence artificielle dans nos études. Alors, que concluez-vous chez vous? L'IA est-elle une amie ou une ennemie de nos études? La réponse, comme je le disais à Giovanni, à cette question n'est pas simple. Ce qui est important, c'est qu'elle peut être un outil formidable pour nous aider à apprendre et à comprendre à condition de l'utiliser de manière intelligente, responsable et raisonnable. Merci à nos invités, merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Merci aussi à toute l'équipe de la réalisation. À la prochaine sur Podium Jeunesse.